Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du discours de Winston Churchill, We shall fight on beaches. Donc je vous invite à liker la vidéo, à la commenter et à la partager si vous aimez ce genre de vidéo. Donc nous allons commencer. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous battrons en France. Nous nous battrons sur les mers et les océans. Nous nous battrons avec toujours plus de confiance ainsi qu'une force grandissante dans les airs. Nous défendrons notre île. Peu importe ce qui en coûtera. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les terrains de débarquement. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. C'est ainsi que se termine le discours We shall fight on beaches de Winston Churchill, prononcé le 4 juin 1940 à la Chambre des communes. Ce discours intervient dans une Angleterre traumatisée par la Grande Guerre et 10 mois après le début de la Seconde Guerre mondiale déclenchée par l'invasion de la Pologne. Nous sommes alors dans ce contexte où les Alliés sont en train de perdre de nombreuses batailles stratégiques, dont celle de la Norvège. La perte de la bataille de la Norvège va permettre à l'Allemagne nazie d'assurer son approvisionnement en minerai de fer. En Angleterre, cet énième échec du Premier ministre qu'on peut voir ici, Neville Chamberlain, va entraîner sa démission. Un gouvernement d'union nationale va alors mis en place et va être mené par le beau gosse qu'on peut voir ici, Winston Churchill. Winston Churchill est un homme issu d'une famille aristocratique. Il est né le 26 octobre 1951. Cependant, sa famille n'est pas forcément riche. Son père va être considéré comme une sorte de politicien raté et de l'échec de son père va naître un féroce désir de Churchill de s'illustrer dans le monde. Il sera reconnu par des prouesses militaires, puis il va entrer en politique et on lui reconnaît un fort talent d'écriture. Voilà que Winston Churchill est Premier ministre. Dans un premier temps, dans le cadre de la bataille de France, il va promettre aux Anglais du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Puis ensuite, il va prononcer son fameux discours We shall fight on beaches. We shall fight on beaches. Ce discours, en partie descriptif, relate de manière romancée le fiasco militaire des Alliés lors de la bataille de France, c'est-à-dire lors de l'invasion de la France par l'Allemagne nazie à travers les Ardennes. Pour envahir la France, l'Allemagne va d'abord pénétrer la Belgique, ce sera la bataille de la Belgique, qui se terminera le 28 mai 1940 par la capitulation militaire de l'armée belge, puis prolongeront cette volonté expansionniste à travers la bataille de France, marquée par la percée de Sedan, et qui se termine par le sauvetage in extremis de soldats anglais et français par le port de Dunkerque. La bataille de France met en relief les erreurs stratégiques du commandement français, car celui-ci considérait impossible la pénétration des Ardennes par l'armée allemande. Cependant, dans le discours de Churchill, on remarque qu'il ne fait pas état de cette erreur stratégique. Donc la question qu'on pourrait se poser sont quels sont les procédés, c'est-à-dire une question totalement classique dans ce genre de discours, ce sont les procédés que Winston Churchill met en place pour fédérer, galvaniser les Anglais autour de lui pour mener à bien la guerre, et quelle est la part de romance qu'on peut retrouver dans son discours. Donc, dans le discours de Winston Churchill, on peut voir trois axes qui sont très appuyés. Le premier, c'est la diabolisation de l'ennemi. Le second, qui est une forte critique des Belges, comme quoi ils rejettent la faute sur les Belges, et une héroïsation des Français et des Anglais. Donc, une espèce d'héroïsation vraiment très appuyée des Anglais. Donc, on commence. À partir du moment où les défenses françaises à Sedan et sur la Meuse ont été détruites à la fin de la deuxième semaine de mai, seule une retraite rapide à Amiens et au sud aurait pu sauver les armées anglaises et françaises qui étaient entrées en Belgique à l'appel du roi belge, mais ce fait stratégique n'a pas été compris sur le champ. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Avec l'indication de temps, deuxième semaine de mai, on comprend qu'on est on est près du 10 mai. Puis, on nous dit de quelle action il s'agit en parlant de les défenses françaises à Sedan ont été détruites. Là, il fait clairement référence à la percée de Sedan qui verra l'Allemagne nazie pénétrer par les Ardennes. Donc là, on comprend qu'on est carrément au début de la bataille de France. Là, je vous mets une carte de la bataille de France qui montre l'attaque des nazis en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas et ensuite en France. Et on voit très bien sur cette carte que les nazis pénètrent par les Ardennes en France. On continue. Donc ils disent, le haut commandement français a espéré être capable de refermer la brèche, surtout que les armées du Nord étaient sous ses ordres. De plus, une retraite de ce type aurait presque certainement impliqué la destruction de l'excellente armée belge de plus de 20 divisions ainsi que l'abandon de toute la Belgique. Donc dans cette phrase-là, on commence déjà à avoir l'impression que Churchill rejette la faute sur la Belgique en disant que le haut commandement français n'a pas été capable de refermer la brèche sur les armées du Nord car l'armée belge risquerait d'être décimée.
Après, on peut voir qu'il parle de l'armée belge en faisant référence à une excellente armée. En tout cas, je ne sais pas si l'armée était excellente, mais en tout cas, l'armée belge de 1940 était une armée récemment créée et notamment par conscription, c'est-à-dire par embrigadement des jeunes dans l'armée. Elle souffre aussi de manque d'industrie lourde pour avoir des armes puissantes et le Royaume-Uni et la France, à ce moment-là, étant donné qu'ils avaient un retard d'armement, ne pouvaient pas se permettre de vendre des armes à la Belgique aussi. Cependant, il est vrai que l'armée belge comptait plus de 600 000 hommes, l'équivalent de plus de 22 divisions, et que l'armée belge de 1940 était considérée comme l'une des meilleures armées que la Belgique n'avait jamais eues. Puis après, il parle de divisions. Il faut savoir que dans une division, il y a entre 10 000 et 30 000 soldats. Voilà ce que c'est une division. Mais en gros, lorsque je lis ce début de texte, j'ai déjà l'impression de voir un contraste entre de côté la défaite et de l'autre côté la raison de cette défaite qui serait de préserver l'armée belge ou de secourir encore les Belges. Donc puis on continue à lire en disant « Ainsi, quand le commandement a réalisé la force et la portée de la percée allemande et que le général Weygand a pris les commandes à la place du général Gamelin, un effort a été fait par les armées françaises et britanniques en Belgique pour continuer de tenir la main droite des Belges et de donner leur propre main droite à une armée française nouvellement créée qui aurait avancé en grande force à travers la Somme pour la saisir. » Donc là encore, on voit cette dichotomie. De côté, on voit l'armée française et anglaise qui elle a réalisé la force et la portée de la percée allemande et qui a elle fait un effort. Et de l'autre côté, on voit les Belges qui eux, il faut leur tenir la main. Anglais nous dit qu'ils sont venus aider les Belges. Mais en gros, ce dont il n'est pas fait référence dans ce texte, c'est de l'ellipse. C'est pourquoi le général Weygand qu'on peut voir ici a-t-il remplacé le général Gamelin qu'on peut voir ici. Donc le général Weygand a remplacé le général Gamelin tout simplement parce que la stratégie du général Gamelin qui considérait à penser que les Ardennes étaient impénétrables a échoué. Donc Paul Reynaud, déjà qu'il avait une certaine inimitié pour le général Gamelin, a décidé de le changer. Paul Reynaud, c'est le président du conseil à cette époque. Donc, vous voyez les photos ici. Donc, on continue encore le texte. Il dit « Cependant, l'éruption allemande, telle une faux aiguisée, a fauché la droite et l'arrière des armées du Nord. 8 ou 9 divisions blindées, chacune d'environ 400 véhicules blindés de différents types, mais soigneusement assortis de telle sorte qu'ils soient complémentaires et divisibles en de plus petites unités indépendantes, ont coupé toute communication entre nous et la majeure partie des armées françaises. Cela a coupé nos propres voies de ravitaillement en nourriture et en munitions. En prenant d'abord Amiens, puis Abbeville et se frayant un chemin jusqu'à la côte par Boulogne et Calais, se rendant presque à Dunkerque. Juste après cet assaut mécanisé et blindé, a suivi de nombreuses divisions allemandes transportées par camion et derrière elles encore ont cheminé relativement lentement la terne masse brute de l'armée ordinaire allemande ainsi que le peuple allemand, toujours prêt à piétiner d'autres terres de liberté et de confort qu'ils n'ont jamais connues. Donc dans ce deuxième paragraphe, on continue à avoir une description qui est faite du champ de bataille, mais là on voit que Winston Churchill commence à caractériser l'armée allemande, puis les Allemands aussi. Avec sa première phrase, on voit que Churchill compare l'armée allemande à une armée semant la mort. Pourquoi? Parce qu'il traite à 2 reprises en disant l'armée allemande fit irruption telle une faux aiguisée et a fauché la droite. La faux est dans l'inconscience collective l'arme de la mort. Donc on peut voir l'image ici. Puis ensuite, avec son assonance faux aiguisée à faucher la droite, on a encore ce retour qui veut accentuer le fait que l'armée allemande, c'est une armée qui est là pour semer la mort. Puis ensuite, dans le prochain paragraphe, il va encore parler de faux blindés qui a presque atteint Dunkerque. Donc là encore, on a cette idée que l'armée allemande, c'est une armée qui est égale à la mort. Après, je ne sais pas si c'est une défaut de traduction qui est due à ce que les gens aussi appellent le coup fossile, qui est une espèce de plan, qui est l'espèce de plan jaune qui visait à diviser les Français et les Anglais. Donc, je ne sais pas trop, mais je vais plus m'arrêter sur le fait que l'armée allemande est une armée qui est associée à la mort. Puis ensuite, on voit encore une autre métaphore en comparant l'armée allemande à une terne masse brute. C'est-à-dire à quelque chose d'informe qu'on ne voit pas vraiment et quelque chose d'assez sombre et sournois. Et là, en clair, Churchill chosifie l'armée allemande tout en la déshumanisant aussi. Puis après, il dit, avec la phrase toujours prêt à piétiner, il fait une espèce d'hyperbole visant à dire que l'armée allemande ne veut pas juste défaire les Anglais,
de les humilier. Il fait clairement appel à la fierté des parlementaires et du peuple anglais qui pourrait peut-être se laisser humilier, laisser leur dignité et leur honneur de côté s'ils perdaient contre l'Allemagne. Encore après, on voit une autre métaphore où l'Allemagne est comparée aux Alliés qui, eux, vivent dans des endroits où la liberté et le confort règnent, alors qu'en Allemagne, celui-ci ne règne pas. Alors là, je pense qu'il veut dire qu'en Allemagne, les gens sont emprisonnés, victimes de lavage de cerveau et qu'ils n'ont pas un confort de vie suffisant. Il cherche clairement à montrer qu'il y a un contraste féroce entre les Allemands qui sont mauvais, qui vivent dans de mauvaises conditions, et les Alliés ou l'Angleterre où les gens vivent bien et dans les meilleures conditions. Après, si on n'était pas dans une tentative de diabolisation de l'ennemi, je pense qu'il faudrait dire que l'état de l'Allemagne à l'époque est essentiellement dû au traité de Versailles qui a mis les Allemands complètement à genoux. Donc là, on continue avec le prochain paragraphe où il dit « J'ai dit que ce coup de faux blindé a presque atteint Dunkerque. Presque, mais pas tout à fait. Boulogne et Calais ont été le théâtre de combats désespérés. La garde a défendu Boulogne pendant un moment et a été retirée par ordre de cette contrée. La brigade des fusiliers, le 60e régiment et les fusiliers de la reine Victoria, avec un bataillon de tanks britanniques et 1000 Français pour un total d'environ 4000 hommes, ont défendu Calais jusqu'à la fin. Le brigadier britannique a eu 1 heure pour se rendre. Il a refusé l'offre et 4 jours d'intenses combats dans les rues ont passé avant que le silence règne sur Calais. Ce qui a marqué la fin d'une résistance mémorable. Seulement 30 survivants indemnes ont été ramenés par la marine. Et nous ne connaissons pas le sort de leurs camarades. Leur sacrifice cependant n'a pas été vain. Au moins 2 divisions blindées qui autrement auraient dû être envoyées contre le corps expéditionnaire britannique ont dû être envoyées pour les vaincre. Ils ont ajouté une autre page à la gloire des divisions légères et le temps gagné a permis d'inonder les chenaux de Gravelines afin qu'ils soient tenus par les troupes françaises. C'est ainsi que le port de Dunkerque a été maintenu ouvert. Quand il est devenu impossible pour les armées du Nord de rouvrir leur voie de communication à Amiens avec la majeure partie de l'armée française, il n'est resté qu'un seul choix. C'était en effet bien désespéré. Les armées belges, françaises et anglaises étaient presque encerclées. Leur seule retraite possible était un seul port et ses plages voisines. Ils étaient pressés de chaque côté par de lourdes attaques et grandement dépassés en nombre dans les airs. Clairement, il décrit l'action, mais là, on sent qu'il commence son champ lexical de l'héroïsme, de l'épique dans tout le texte. Donc, je vais moins expliquer et je vais juste lire, mais en gros, on voit clairement que là, il va commencer son champ lexical de l'héroïsme.